Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Ce soir, nous allons faire un point sur l'état des lieux des forêts au Maroc, leur contribution dans l'économie nationale, les contraintes et risques auxquels est confronté l'écosystème forestier, mais aussi les opportunités à saisir. Il faut savoir qu'actuellement, sur le plan de l'occupation et du statut foncier des terres, les formations forestières, paraforestières et alphatières sont en majorité domaniales et couvrent quelque chose comme 13% du territoire national. Le taux moyen de boisement du pays est de l'ordre de 9%, mais encore ce sont des chiffres approximatifs, ce qui est en deçà du taux optimal estimé à 15-20% nécessaire à l'équilibre écologique et environnemental. Pour remédier à cela, le 13 février 2020, une stratégie forestière baptisée Forêt du Maroc 2020-2023 a été présentée devant Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une stratégie qui se fixe comme objectif de préserver le secteur forestier et ses ressources naturelles, mais aussi de le rendre plus compétitif et plus durable. Cette stratégie se décline entre autres en un programme de reboisement d'une superficie de 600 000 hectares de plantations forestières avec une moyenne de 60 000 hectares par an pour atteindre 100 000 hectares à l'horizon 2030. Pour parler de l'état d'avancement de cette stratégie, des défis à relever pour atteindre les objectifs fixés, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Abdelrahim Houmi, directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts, ANEF. Abdelrahim Houmi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, monsieur. Merci beaucoup. L'invitation. Merci Assidi. Alors, on va commencer déjà par planter le décor pour savoir ce que représentent les forêts au Maroc en termes de superficie, combien d'hectares et comment se répartissent-elles sur le territoire national, et puis éclairer le grand public, parce que quand on entend forêt, beaucoup croient qu'il ne s'agit que des zones où il y a des forêts et des arbres, mais ce n'est pas que ça. Tout d'abord, il faut préciser que la forêt, c'est un joyau de la nature. Oui. Et la forêt au Maroc, il est très diversifié, très riche, et se répartit sur tout le territoire national, évidemment avec des taux de couverture qui est différencié en fonction des régions. Donc, par exemple, dans les provinces du Sud, ce taux ne dépasse pas 3%. Oui. Par contre, dans les provinces du Nord, il peut dépasser 40%. Oui. Donc, c'est une forêt qui est composée de plusieurs espèces. Certaines sont endémiques, notamment l'alganier. Oui. Il y a le cèdre, il y a le chêne liège, il y a le chêne vert comme plateforme, oui, et il y a le thuya. Mais aussi, il y a les nappes alphatières qui sont intégrées aussi dans le domaine forestier. Et ça, à cause du rôle que jouent les nappes alphatières dans la fixation des dunes, oui, dans la lutte contre la désertification, oui, aussi dans je dirais, l'augmentation de l'infiltration de l'eau. Donc, oui, c'est des nappes qui jouent aussi les mêmes fonctions que la forêt. mais des fois, on les néglige parce que ce qu'on voit, ce qui est visible le plus, c'est les forêts. Il y a aussi les zones humides. Oui, tout à fait. Et ce qu'il faut retenir quand on parle de forêt, il faut automatiquement raisonner en termes d'écosystème. Oui. Donc, quand on parle d'écosystème, c'est plusieurs composantes, c'est plusieurs éléments naturels, vivants, c'est des choses qui vivent en symbiose, vivent en harmonie. Et donc, c'est ce raisonnement d'écosystème qu'il faut vraiment retenir. Absolument. Et au Maroc, nous avons pratiquement 39 écosystèmes terrestres et 30 écosystèmes sont forestiers. Oui, alors la forêt, elle joue plusieurs rôles au Maroc. Un rôle économique, l'industrie, l'écologie, mais il y a aussi, et c'est très important, un rôle social. Tout à fait. La particularité de la forêt marocaine, c'est qu'il a un rôle social très important. Si je peux donner des chiffres, la valeur sociale donc, de la forêt annuellement, il présente à peu près plus de 50% de la valeur totale de la forêt. Par contre, le rôle économique, il reste relativement faible. Si surtout on le compare par rapport aux pays méditerranéens, ça ne dépasse pas 13% au Maroc. Donc elles ne sont pas assez exploitées, on a encore de la marge pour... Exactement, donc on a beaucoup de marge plus de profit pour une meilleure valorisation. Oui. Ça veut dire aussi que ça nécessite plus d'organisation, ça nécessite aussi plus d'investissement. Donc aujourd'hui, le défi, c'est de comment passer de ce rôle social, le consolider
et parce que c'est des acquis qui existent aujourd'hui chez les populations qui vivent autour des forêts, mais aussi valoriser ces espaces par d'autres activités et par la production aussi d'autres biens forestiers. Moi, un chiffre que j'ai découvert en préparant l'émission, que je ne connaissais pas, c'est que 50% de la population rurale, soit près de 7 millions de la population du Maroc, vit dans et de la forêt. Tout à fait. C'est un chiffre non négligeable. Oui, quand on dit vie de la forêt, ça veut dire que la forêt est intégrée dans l'espace de vie de ces gens-là. Donc, soit à travers le parcours, soit à travers le ramassage du bois ou des fruits ou autres activités, mais aussi aujourd'hui l'aspect récréatif qui prend aussi de l'ampleur. On va parler de l'aspect récréatif après, comme piste justement de développement et de tirer plus profit de la forêt. En 2020, la stratégie nationale de développement du domaine forestier, pilotée par l'Agence nationale, a été lancée. Quels sont ses principaux axes, les piliers de cette stratégie ? Le premier axe qui est fondamental dans cette stratégie, c'est l'aspect participatif des populations. Donc, ça veut dire que la stratégie voulait que l'homme soit au cœur donc, de sa vision. Donc, l'idée donc, de ce premier axe, c'est de réinventer et structurer l'approche participative. Ça veut dire que nous avons déjà des acquis dans ce domaine. Maintenant, ce qu'on veut, c'est de structurer cette approche et de la renforcer et de la rendre beaucoup plus crédible vis-à-vis des populations, bien sûr à travers des instruments d'incitation, à travers des aspects organisationnels, mais aussi à travers l'implication de tous les acteurs. Est-ce qu'il y a un exemple concret d'implication justement des populations, de leur intégration, parce que c'est des populations qui vivent de ou dans la forêt et qu'on ne va pas chasser. Quels exemples, des projets pilotes qu'on peut citer ? Bon, l'exemple le plus éloquent, c'est ce que nous appelons la compensation de mise en défense. C'est un instrument financier qui permet donc d'acheter le droit d'usage des populations. Donc, avant, ce droit d'usage coûtait à l'État 250 dirhams par hectare et par an. Pour rendre cet instrument beaucoup plus efficace, on l'a remonté carrément à 1000 dirhams par hectare et par an. Donc, ce qui fait que c'est beaucoup d'incitation à cette population qui vit autour de la forêt, qui doit s'engager pour protéger ses périmètres, notamment les périmètres de reforestation, et qui va vraiment impliquer ces gens-là autour de la forêt pour s'intéresser aussi à la réussite des périmètres à reboiser. Donc, et ils vont veiller aussi à la surveillance de ces périmètres. Pas seulement une compensation des unités fourragères qui ne vont pas prélever, mais aussi leur implication dans la gestion de ces périmètres. Bien sûr, la gestion, la préservation, parce qu'il y a le braconnage, il y a le pillage de bois. Voilà. Alors, où en est cette stratégie ? Ça fait que 3 ans qu'elle a été lancée. Bon, d'ici 2030, il reste 7 ans. Est-ce que ce début de mise en place a pu un petit peu limiter la dégradation des écosystèmes, qui est estimée à 17 000 hectares par an à cause des changements climatiques, les prélèvements de bois, on en a parlé, la surexploitation fourragère, au moins juguler cette hémorragie. Oui, si vous permettez, juste compléter les axes, parce que j'ai parlé du premier axe. Le deuxième axe, ça concerne donc le développement des espaces forestiers selon leur vocation. Donc, il s'agit de forêts productives, donc il faut qu'on s'investisse davantage pour produire plus. Mais aussi quand il s'agit des parcs nationaux, donc on doit premièrement préserver la biodiversité, mais aussi valoriser par l'écotourisme. Le troisième axe, ça concerne la modernisation du métier du forestier, parce que il y a beaucoup de choses qui ont évolué à travers le monde dans ce secteur et il était important aussi de moderniser les outils à travers la digitalisation, à travers la modernisation des pépinières, à travers plus d'incitation à la recherche. Et le dernier axe, ça concerne la refonte institutionnelle qui a fait l'objet de la création de l'agence, mais aussi la réforme du cadre légal. Le cadre légal, on va y revenir avec plus de détails à la fin. Donc pour répondre un peu à l'état d'avancement, où on est. Bon, dès qu'il y a eu le lancement donc, de cette stratégie présentée devant Sa Majesté en février 2020, donc il y a eu ouverture de pratiquement 17 chantiers sur lesquels nous travaillons depuis 2020.
Donc, le premier chantier, c'était tout d'abord la création de l'agence, chose aujourd'hui qui est faite. Donc, évidemment, en 2023, je dirais, le secteur des eaux et forêts fonctionne en tant qu'agence. D'accord. Mais aussi, il y a le cadre légal qu'il faut revoir. Donc, nous travaillons aujourd'hui sur un nouveau texte. Il est dans les dernières phases avant son adoption par le Conseil de gouvernement et sa présentation au Parlement. Mais aussi, il y a toutes les dimensions techniques qu'il faut apporter pour vraiment atteindre les objectifs de la stratégie. Et là, ça concerne beaucoup d'aspects. Ça concerne tout d'abord l'approche participative, parce qu'on a dit qu'il faut qu'on organise la population qui vivent autour des forêts dans le cadre d'organismes de développement forestier, où il y a l'implication des élus, il y a l'implication des autres institutions concernées, mais aussi bien sûr de l'agence. Aujourd'hui, nous avons créé plus de 50 organismes de développement forestier. Et pour le faire, il fallait aussi recruter des animateurs, parce que c'est grâce à ces animateurs qu'on arrive aujourd'hui à passer le message aux populations dans un cadre beaucoup plus acceptable et dans un cadre beaucoup plus positif. Et c'est grâce à ces organismes de développement et grâce à ces animateurs qu'aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a un retour d'une pacification entre la forêt et la population. Donc l'idée, c'est de réconcilier la population avec la forêt. Il y a un changement de mentalité. Exactement. Vous l'avez constaté. Alors, les 17 000 hectares de dégradation qui sont perdus chaque année, est-ce que c'est une moyenne qui est une moyenne aussi à l'international? Est-ce que c'est beaucoup plus? Est-ce que c'est beaucoup moins? Est-ce qu'on est dans la moyenne? Donc, en fait, les 17 000 hectares de forêts dégradées, tout d'abord, il faut préciser, quand on parle dégradées, ça ne veut pas dire que c'est des forêts qui ont disparu. Donc, c'est plutôt des espaces qui ont connu une dédensification de la forêt et peut-être aussi, des fois, des défrichements. Donc, en termes de, je dirais, d'évolution sur ce volet-là, je crois qu'on n'a pas encore vraiment fait des évaluations précises pour vous dire que les choses avancent dans le bon sens ou non. Mais la chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les PV qui ont été enregistrés dans les années, à la fin des années 2019-2018, par rapport à maintenant, on a remarqué quand même qu'il y a beaucoup de baisses de PV, de délits forestiers. Et ça, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on est sur cet objectif de réconciliation. D'accord, on est sur la bonne voie. Il y a un distinguo aussi très important à faire parce qu'on voit des fois des forêts qui sont rasées et où poussent des complexes immobiliers ou hôteliers ou autres. Alors, il y a la forêt qui appartient à l'État, mais il y a des forêts privées. Exactement. C'est ça qu'il faut expliquer, parce que des fois, on se dit on est en train de raser les forêts, et là, l'agence n'a pas de pouvoir ou n'a pas d'autorité sur ce qui est privé. Alors, en fait, aussi, ou un peu. Oui, un peu. En fait, l'agence est responsable du domaine forestier. 9 millions d'hectares, 9 millions d'hectares, mais aussi des espaces qui sont soumis au régime forestier. D'accord. Ça peut être des terrains collectifs, comme ça peut être des terrains privés. Mais quand vous parlez de l'urbanisation ou la transformation de la vocation, ça, c'est plutôt des décisions qui se prennent souvent dans un cadre multilatéral. Quand, par exemple, les terrains collectifs sont transformés en activités agricoles, ça, c'est un accord qui se veut arrêter avec, bien sûr, le ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Intérieur, mais aussi dans une vision d'aménagement de territoire. Donc, quand il s'agit aussi des forêts privées, les forêts privées, ils sont soumis également au régime forestier, et donc toute coupe de bois, toute coupe de forêt est soumise à autorisation de l'agence. D'accord. Donc même s'ils sont privés et même si la personne est propriétaire, il y a quand même des lois qu'il faut qu'elle respecte. Par exemple, si c'est une loi ou si une forêt qui se trouve dans une région où la disparition de cette forêt, s'il veut construire ou céder, peut menacer l'écosystème ou les équilibres écologiques, l'agence peut intervenir. Bien sûr, peut intervenir, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que quand on parle de l'urbanisation, ça dépend de la politique de l'État en termes d'urbanisation. Si c'est dans l'intérêt, c'est dans l'intérêt de la ville, c'est dans l'intérêt des projets publics, bien etc. Sûr, bien sûr. Mais ce qu'il faut noter, c'est que beaucoup de terrains
forestiers qui sont transformés en d'autres projets. Oui. Et ça se fait surtout quand il s'agit de projets d'intérêt public. C'est-à-dire quand on ouvre une route, quand on construit un barrage, quand on construit une école, un hôpital. Oui. Donc c'est plutôt ce genre de projets qui font l'objet de distraction de domaines forestiers. Donc c'est assez réglementé dans ces cas-là. Et alors, ça se fait par décret, donc je dirais, qui implique tous les acteurs. Donc il n'y a pas d'anarchie, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent de la forêt, même quand elle est sur leur terre. Exact. Alors qu'en est-il du reboisement? Est-ce qu'il a atteint les objectifs fixés pour 2023? Parce qu'on trouve un peu des chiffres par-ci par-là, un petit peu dans la presse ou la presse électronique, qui disent que le taux de reboisement n'en est qu'à 38%, ce qui représenterait, d'après ce qui est publié, entre 2020 et 2023, 75 000 hectares seulement de superficie plantées, alors qu'en principe, ça devait être 60 000 fois 3. Puisque, est-ce qu'il y a vraiment une lenteur? Est-ce que ces chiffres sont vrais ou faux? S'ils sont faits, vous allez nous le dire s'ils sont faux. S'ils sont vrais, qu'est-ce qui bloque? Alors, le défi du reboisement, tout d'abord, dans la stratégie, c'est de pouvoir augmenter le taux de réussite des plantations. Ça, c'est vraiment un grand défi que nous avons dans l'agence. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit s'assurer que toutes les conditions de réussite des plantations sont réunies. C'est-à-dire qu'on doit s'assurer des semences qu'on va utiliser pour les plantations et que les semences soient de bonne qualité et qui vont permettre donc de nous donner une forêt de bonne qualité dans les années à venir. Ça suppose aussi que les plants forestiers qu'on va produire sont des plants forestiers de qualité. Ça veut dire que aussi les contrats que nous signons avec les entreprises forestières répondent bien à l'objectif de la reforestation. Donc, en fait, quand on a commencé à mettre en œuvre cette stratégie, on était dans l'obligation de revoir tout le système qui existait avant, dans le sens d'améliorer et d'augmenter le taux de réussite. Donc aujourd'hui, nous avons passé beaucoup d'étapes. Nous avons créé des sites semenciers pour s'assurer de la semence. Nous avons privatisé l'activité des pépinières. Aujourd'hui, c'est des secteurs privés avec une obligation de résultat. Et nous avons aussi revu nos CPS de reboisement. Les CPS, c'est les cahiers de charges spéciales. Donc ça, c'est le contrat que nous avons avec les entreprises pour vraiment réussir la plantation et surtout responsabiliser les entreprises. Donc il y a un changement de paradigme qui était important de le mettre en place. Donc qui a nécessité du temps. Voilà. Donc qui dit changement de paradigme dit nécessité d'une adaptation. Et tout ça, bien sûr, a été fait en concertation avec les entreprises forestières. Donc on a négocié avec eux pour s'assurer que ce que nous allons planter va réussir. Parce que ça ne sert à rien de planter sans réussite, et ça se traduit plutôt par un gaspillage des deniers publics. Et là, dans le cadre de l'agence, on ne peut pas le faire. Donc il fallait des bases avant d'atteindre la vitesse de croisière des 60 000. Donc déjà, tout à fait. Ce qui est sûr, c'est que nous avons aujourd'hui un business plan de 600 000 hectares. Donc on sait exactement où sont les terrains à reboiser, avec quelle espèce, avec quel mode de reboisement et de reforestation. Donc le travail est fait. Bien sûr, une fois les choses vont être déclenchées, on peut aller plus vite. Parce que tout a été identifié, donc il n'y aura pas de problème. Alors, est-ce qu'on peut parler de la contribution de la forêt dans le PIB agricole, dont on ne parle pas beaucoup, même si pour vous, ce n'est pas l'essentiel? Oui, en fait, quand on essaie d'évaluer la valeur de la forêt, qu'est-ce que rapporte la forêt? Il y a bien sûr la vision économique qui se contente d'évaluer la valeur ajoutée économique. Et là, il y a beaucoup d'évaluations qui ont été faites dans le passé. D'ailleurs, on est en train d'actualiser ce travail-là pour avoir un chiffre, je dirais, actualisé. Mais aussi, il y a d'autres valeurs qui sont importantes générées par la forêt, à savoir la valeur sociale et la valeur écologique. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de reconstruire, je dirais, le compte forêt
dans la comptabilité nationale en intégrant justement ces dimensions écologiques et sociales. Oui, parce que généralement, on entend des taux comme 10%, un peu plus ou un peu moins. Dans le PIB agricole. Dans le PIB agricole. Exact. Et puis 0,3 dans le PIB national. Alors, vous avez parlé de la réglementation, et puis parce que vous êtes engagé dans l'élaboration d'un nouveau code forestier. Et ce sont des textes réglementaires maintenant, aujourd'hui, qui régissent la forêt, qui datent, vous m'avez dit, de 1917, de plus d'un siècle. Qu'est-ce qui fait qu'on a pris autant de temps pour réglementer ces textes qui sont caducs et qui peuvent aujourd'hui, qui ont par le passé, maintenant vous êtes dans la dernière ligne droite, ralentir ou retarder? Il y a des lourdeurs administratives à cause de ces textes qui sont dépassés. En fait, le texte de 1917, c'est un texte effectivement qui est dépassé sur le plan terminologie, sur le plan structure et aussi sur le plan contexte. Parce que le contexte marocain de 1917, ce n'est plus le contexte actuel. Donc, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de modifications. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir donc apporter avoir une nouvelle loi, un nouveau code forestier, qu'on peut l'appeler aussi comme ça, qui va tenir compte tout d'abord de la vision de la stratégie, mais aussi des exigences d'un développement durable de la forêt. Quels sont les principaux changements, les principaux amendements qui seront dans cette nouvelle loi, qui peuvent vraiment changer la donne? Alors, il y a tout d'abord un principe important, c'est de consolider les acquis. Parce que, comme on sait, les forêts marocaines, c'est des forêts qui sont grevées d'un droit d'usage au profit de la population. Ça, on ne va pas le changer. Donc ça, c'est une vérité. Mais il y a beaucoup d'aspects qui vont intégrer la nouvelle loi, notamment la formulation de l'approche participative. Parce que l'approche participative, comme on a dit dans la stratégie, c'est quand même un axe principal. Et pour réussir cette approche participative, il faut qu'il y ait les structures pour le faire. Il faut que la gouvernance du secteur soit une gouvernance aussi réaliste. Donc c'est pour cela que dans la nouvelle loi, il y a bien sûr la création de ces ODF, des organismes de développement forestier, mais aussi le Conseil provincial des forêts, le Conseil régional qui n'existait pas avant et le Conseil national. Il faut aussi que le mode de planification de la gestion forestière soit formalisé. Donc la nouvelle loi, elle va pouvoir donc formaliser les différents types de planification. Il faut aussi qu'on revoie le système de sanctions, parce que les infractions qui existaient avant par rapport à aujourd'hui, parce que les délits forestiers ont tellement évolué que l'ancien texte ne permet pas vraiment de sanctionner de façon convenable. Parce que dans le passé, il y avait des délits un peu isolés. Maintenant, il y a des mafias qui sont organisées. C'est des gens même armés et qu'il faut vraiment qu'on arrive à contrecarrer à travers des actions fortes. Mais il y a aussi, je dirais, d'autres aspects, par exemple, la dimension incendie de forêt, qui est aujourd'hui une préoccupation majeure, soit intégrée correctement dans le nouveau texte, à travers, bien sûr, des plans, à travers la création d'un comité directeur, à travers plusieurs dimensions. Et il y a d'autres questions qui vont faire l'objet d'innovations dans ce nouveau texte. Peut-être qu'on va finir par un appel, un message de sensibilisation, parce qu'aujourd'hui, peut-être la forêt est plus que jamais au cœur de nos vies et au cœur de l'écologie et de la protection de l'écosystème avec les chamboulements climatiques. Avant, on ne prêtait pas autant d'attention, mais aujourd'hui, avec la sécheresse, avec tout ce qu'on voit, la désertification, on commence à prendre conscience et on prend conscience des espaces verts qui se réduisent de jour en jour. Quel est le rôle aussi de tous les Marocains dans la préservation de la forêt? Non, moi je crois que cette dimension, il est capitale. Parce que c'est cette prise de conscience collective qui va nous permettre vraiment de mieux gérer nos forêts. Sur cette dimension, donc, il y a un effort très important qui se fait par différentes institutions, par les médias aussi, et je crois que ça joue vraiment pleinement. L'éducation nationale, l'ONG, le ministère du Tourisme, donc il y a le ministère de l'Intérieur, donc il y a plusieurs ministères aussi qui sont concernés par cette dimension de sensibilisation, et je crois qu'aujourd'hui,
cette prise de conscience collective commence à mûrir. Oui. Et on remarque à chaque occasion qu'il y a un événement qui concerne la forêt, il y a plus de mobilisation. Et comme vous avez dit, cette mobilisation, on la remarque, qui est aussi importante, surtout pendant les années de sécheresse. Oui. Et on espère qu'on ne va pas oublier rapidement ces années, oui. et on va continuer dans la préservation oui. de ces forêts, qui est un héritage pour les générations Absolument, futures. on l'oublie souvent, parce que quand on parle de reboisement, ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 20 ans, c'est pour les générations futures. On sera sûrement plus là, mais on plante pour les prochaines générations. Merci beaucoup, Abdelrahim Houmi, directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Bon courage, merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Merci, madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon suite des programmes sur Média TV, très belle soirée.